C'est pas parce qu'on est devenu très savant qu'on est nécessairement des gens très intelligents aussi. 10, 9, 8, 7. C'est pas parce qu'on fait une prouesse d'aller sur Mars qu'on est nécessairement avancé. 3, 2, Il y a des gens qui vont aller sur Mars et qui ne savent même pas qui ils sont. 1, 0. C'est utopique de penser que c'est la technologie qui va sauver l'homme. La technologie n'est pas une planche de salut. Bonjour à tous, je suis Luc et bienvenue chez Coco. C'est une joie pour moi de vous retrouver sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez, chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie incroyable et hautement inspirant de par leur vision, leur vécu, leur qualité d'être et la mission parfois étonnante qu'ils ont accepté de relever pour nous. Cette semaine, on prend la direction de la santé à la rencontre d'un médecin éveillé, d'un docteur doux confesseur à l'écoute de notre église intérieure. Né fils de l'homme, c'est à proximité des bêtes que son amour de l'autre prit belle forme. Médecin des humains, colibri du bon chemin, Gaëtan est un garant, tel le goéland, que le sillon de la traversée des mers de notre vie est aussi rectiligne que les lignes qu'il écrit. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Gaëtan Brouillard. Bienvenue Gaëtan. Bonjour, ça fait plaisir Luc. Merci de ton invitation. Bonjour à tous ces personnages là, que je ne vous vois pas, mais que je vous souhaite quand même de participer ensemble à une belle émission tous ensemble pour qu'on puisse apprendre encore davantage tous ensemble. Et moi aussi d'ailleurs. Alors Gaëtan, moi je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne Coco et vous êtes pour moi, j'allais vous le dire, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit mais je vais vous le dire, le médecin dont on a tous rêvé, celui qu'on attend pour retrouver la sécurité, une sorte de consolateur de notre église intérieure, comme je vous le disais à l'instant, celui qui nous ferait dire tout simplement, tant qu'il y a Gaëtan, la vie nous garde dans le bon camp. Alors je suis ravi de vous recevoir Gaëtan dans cette émission, puis comme c'est la tradition, je me propose de retracer en quelques mots ce que votre parcours a de beau. Alors, vous êtes médecin expert en traitement des douleurs chroniques, conférencier international, formateur et puis auteur de plusieurs best-sellers. La santé repensée en 2015, Notre médecin intérieur en 2016, La douleur repensée en 2018 et puis votre dernier livre de 2020, C'est une question de vie et de mort. Alors, vous êtes né à Montréal, d'ailleurs, vous y avez habité principalement. Vous passiez vos étés à la campagne, passionné de grand air et de la faune locale. Votre mère était musicienne et s'occupait donc des deux enfants. Votre père, très occupé par son travail, était mécanicien et puis dirigeant d'une entreprise de taxi. Jeune enfant, vous adorez les animaux. Vous possédez donc à la campagne une sorte de zoo, vous en parliez tout à l'heure, avec bon nombre d'animaux sauvages domestiqués, dont un porc-épic. Alors, je ne savais pas aussi qu'il y avait aussi un hérisson, vous le disiez tout à l'heure. Dès l'âge de 6 ans, vous vous sentez appelé par la foi, l'intériorité, peut-être même une vie religieuse. Vous demandez régulièrement comme ça d'aller à la messe pour pouvoir participer. En grandissant, vous vous posez de plus en plus de questions. À l'adolescence, vous posez des questions existentielles sur le sens de la vie et puis celui de la mort. Durant votre scolarité au collège catholique André Grasset, vous vous questionnez sur votre avenir. Vous voulez peut-être finalement aider votre prochain. Alors vous hésitez entre la biologie pour le grand espace, l'air et peut-être aussi la médecine. Et c'est votre directeur de conscience du moment qui vous aidera à travers un examen à vous décider finalement à la médecine. Alors vous terminerez votre doctorat en médecine à l'Université de Montréal en 1976. Et vous allez commencer à travailler de plus belle dans l'urgentologie à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont, à Montréal. Vous y resterez 7 ans. Et 3 ans plus tard, vous allez, sur les conseils de votre épouse, et pour l'aider à résoudre son problème de dos, vous formez à l'acupuncture auprès du docteur Joseph Wong, un éminent psychiatre de l'Université de Toronto qui est aguerri à la médecine chinoise. Au bout de quelques années, vous allez ouvrir votre propre bureau en face de l'hôpital pour vous permettre de recevoir les patients à votre rythme et puis approfondir votre travail d'accompagnement plus global. Et c'est là où vous allez vivre un moment particulier, un moment étonnant, à partir du moment où votre fils Simon va avoir des problèmes d'otite résistants aux antibiotiques. Alors, Gaëtan, qu'est-ce qui se passe pour vous à partir de ce moment-là dans votre vie ?
Oui, effectivement, mon enfant avait à peu près, Simon, il avait à peu près 2 ans, pas tout à fait encore, et voilà qu'il commence des otites, et des otites à répétition. Et à l'époque, évidemment, j'étais plutôt du côté très pharmaceutique. J'étais un urgentologue aussi. Et j'ai donc référé même mon fils au chef du département de pédiatrie, étant donné que je travaillais tout à côté. Et là, on a commencé à donner des antibiotiques à Simon. Et à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Donc, on va les donner pour 3 mois. Bien, j'ai donné 3 mois d'antibiothérapie. C'est quand même beaucoup, là. Oui, mais on n'a pas le choix. C'est vraiment ça que ça prend. Son système immunitaire est affaibli. Ses globules blancs sont bas aussi. Fait qu'après 1 mois et demi, j'ai dit non, il ne peut plus continuer à prendre des antibiotiques. Il ne mange plus, il a maigri, je ne le reconnais plus. Fait qu'on décide de donner des immunoglobulines intraveineux, donc pour rebooster son système immunitaire. Et là, après la 3e dose, c'était 1 fois par semaine, je crois, là, je le vois vraiment tout cerné. Je ne comprends plus qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Juste à cause d'otite, à un moment donné, on est rendu si bas. Et là, mon épouse a dit, pourquoi tu ferais pas de l'acupuncture aussi? J'ai dit, oui, c'est vrai, il faudrait commencer avec des choses comme ça. Mais à l'époque, il était tellement souffrant de ces otites que je me dis, bon, ben, ça prend la médecine pure et dure pour réduire ça. Mais là, j'ai commencé à pratiquer l'acupuncture, mais en même temps, j'avais un ami qui était naturopathe, puis je lui fais simplement mention que ces otites sont répétitives. Puis sans même regarder mon enfant, il me dit simplement « cesse le lait ». Cesser le lait pour un médecin dont la majeure partie de son alimentation est beaucoup lactée, ben, j'ai dit, on n'a pas le choix, on va arrêter le lait complètement. Et au bout de quelques semaines, simplement en arrêtant le lait et pratiquant l'acupuncture, et j'avais aussi été voir pour ce que j'appelle je m'étais fait une solution à base d'huile d'ail. C'est-à-dire qu'on prend de l'ail qu'on va macérer, et on met dans une huile d'olive, par exemple, extra vierge, et on laisse à la température de la pièce pour 24 heures au soleil, si possible. Et on prend simplement une filtration, puis on met des gouttes d'huile d'ail. Puis au fond, je me dis, ben ça a tout à fait du sens aussi, parce que l'ail, c'est un antimicrobien. On sait qu'il n'y a rien qui pousse dans l'ail. Même si on ne l'enseigne pas à l'université, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, au bout de 3 semaines, tout était disparu, effectivement. Donc, Simon avait repris son poids, il ne souffrait plus d'otite. Ainsi qu'à un moment donné, j'ai commencé à traiter tous mes jeunes patients qui avaient des otites, non plus avec des antibiotiques, mais avec de l'huile d'ail, de l'acupuncture, vitamine D aussi. J'avais demandé à ce qu'ils prennent plus de vitamine D. Et les dames, les mères me disaient à quel point leur enfant était réglé après quelques semaines, tout disparaissait. Et là, ça a été quand même une révélation, parce que je me suis dit, on a beau avoir toute cette pharmaceutique surpuissante et qui peut venir à bout, on nous enseigne ici, qu'elle peut venir à bout d'à peu près tout, mais alors que là, des techniques aussi simples que ça pourraient faire aussi de grands miracles. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux choses simples comme l'acupuncture, la chiropraxie, l'ostéopathie, la naturopathie, l'hypnothérapie, l'homéopathie, etc. Fait que j'étais constamment en recherche et en études ici et là pour apporter des nouveautés chez mes patients, parce que la plupart de mes patients qui arrivaient après un certain temps, et puis ils arrivaient avec des gros dossiers d'épais, et il avait rencontré un paquet de médecins pour le même problème qui n'était pas résolu. Fait qu'évidemment, j'étais un peu mal foutu d'arriver encore avec simplement une médication ou quelque chose de très technique au niveau médical. Et souvent, avec simplement ces approches naturelles, on passait au travers des problèmes. On passait véritablement à travers de problèmes chroniques chez les gens. Et alors, tout ça, c'était ce que vous faisiez à la clinique santé globale que vous aviez créée ou c'était toujours à l'hôpital Non, ça, je faisais pas ça à l'hôpital parce que c'était pas... Je pense pas que ça aurait été bienvenu de faire ça à l'hôpital. Donc, je faisais ça à ma clinique, tout simplement. Et curieusement, ça attirait une classe de personnes qui étaient déjà ouvertes à ces approches différentes de la médecine aussi. Parce que ça devenait un peu un problème de savoir quel traitement je pouvais proposer à mon patient, parce qu'il y avait encore des gens qui étaient purs et durs à la pharmaceutique, alors que d'autres avaient cette ouverture vers des médecines plus naturelles. Et c'était souvent pour moi à l'écoute où je voyais que
bon, ben lui, ça va aller. Il faut continuer dans telle approche qui est plus médicamenteuse ou telle autre. On est prêt à faire un saut différent, même un saut de conscientisation par rapport au pourquoi de la maladie. Parce que, tu sais, en médecine, ce qu'on nous donne, c'est un symptôme et voici pour corriger le symptôme. Vous avez un brûlement d'estomac, on va donner des antiacides. Vous avez une douleur, on donne un antidouleur. Vous avez une dépression, on donne un antidépressif. Vous avez une inflammation, on donne un anti-inflammatoire. C'est toujours un anti de quelque chose qu'on a comme symptôme. Alors que la véritable médecine, je réalisais qu'est-ce qui est en arrière du problème dont la personne souffrait. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au pourquoi. Et c'était fascinant à un moment donné parce que c'est le patient, finalement, à force simplement de l'écouter et diriger les questions, qui me disait c'est quoi son problème. Mm-hmm. J'amenais finalement le patient avec le questionnement à prendre conscience que son problème il était pour telle raison et telle était la cause. Ça, c'était beaucoup mieux que de traiter simplement le symptôme. Je me souviens qu'à un moment donné, et ça, j'avais beaucoup de ressenti de ce côté-là. Je me souviens d'un patient qui était assis en avant de moi et là, je l'écoute. Et là, pour moi, il y a un petit sourire qui sort, qui s'exprime sur mon visage parce que elle me parle et je vois déjà le problème réglé parce que ce qu'elle vient de dire, c'est à propos de ça. Et je ris. Et là, je me souviens que la patiente me regarde, tout hébétée. Elle dit, docteur, vous êtes en train de rire de moi. J'ai dit, non. J'ai dit que le problème, pour moi, il est évident. Ça aura plus ce problème-là quand tu vas quitter ici. Dans les jours qui vont suivre, ça va tout se régler. Et je m'étais jamais rendu compte à quel point, justement, ça m'influençait aussi parce que je ressentais que le patient était dans sa forme de guérison, dans son approche curative, finalement. Lui-même, en apportant un peu un questionnement auquel lui-même répondait, finalement. Alors, il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que quand même, à un moment donné, vous êtes passé à la spiritualité. Il y a eu quelque chose de spirituel qui est venu s'accrocher en plus de tout ce champ nouveau que était celui de la chiropraxie, l'ostéopathie. Vous avez rencontré aussi Jon Kabat-Zinn aussi. Oui, c'est quelque chose que j'avais déjà, mais je voulais avoir la technique que Jon Kabat-Zinn apportait. Parce que c'est quelque chose que je pratiquais déjà puis que j'amenais à mes patients aussi. Je trouvais ça tellement normal de respirer, de la cohérence cardiaque, etc. Mm-hmm. Fait que toute cette notion, si on veut, de médecine qui s'occupe de l'âme davantage que juste simplement du physique, à travers tout le phénomène de la pensée aussi, à quel point la pensée est polluante et dévastatrice. Je dis à quel point, finalement, la pensée, le mental humain, c'est probablement l'élément le plus dissonant dans le corps humain. Autrement dit, beaucoup de maladies qu'on expérimente simplement à cause d'un mental qui nous perturbe constamment à travers les pensées, évidemment. Et c'est effarant quand on réalise ce processus-là. Alors, comment vous êtes venu à écrire un livre? C'est pas tout le monde qui écrit des livres, d'ailleurs, qui se sont bien vendus, quoi. Oui. Ah oui, ça, j'ai rebuté à écrire un livre à un moment donné parce que je me dis, il y a tellement de livres, tout le monde écrit un livre. J'avais des amis qui écrivaient des livres sur n'importe quoi, sur toutes sortes de choses. Je me suis dit, non, j'embarque pas là-dedans. Fait que ça a pris au moins 2 ans avant que j'avais commencé puis j'avais délaissé finalement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais, ça fait déjà, en 2015, mon premier livre, ça faisait quand même tout près de 35 ans, 38 ans que je faisais de la médecine. Je me dis, j'ai quelque chose que je dois léguer quand même à travers autant chez mes patients, mais peut-être à cette classe de nouveaux médecins qui s'en viennent aussi, dans cette ouverture d'esprit qu'on est un être de multiples dimensions. On n'est pas juste un être physique. Et à partir de là, ça a été comme le coup d'épée pour dire, voici, il faut vraiment écrire un livre là-dessus. Et j'étais très hésitant parce que mon livre faisait référence aussi à des qualités énergétiques. Et parler d'énergie en médecine, ça risque de... Et je me souviens à l'époque, j'avais un ami qui travaillait au collège des médecins, parce qu'on est quand même surveillé. On a des systèmes corporatifs, des systèmes de collège qui voient ce qu'on dit. Il faut que ce soit validé scientifiquement. Eh bien, je m'étais quand même préparé avec 325 citations et recherches scientifiques pour tout ce que je disais qui était en dehors de l'orthodoxie médicale et pharmaceutique. Donc, je m'étais comme vraiment blindé par rapport à ça. On m'a dit que mon livre avait vraiment bien passé, un peu sur la lame de rasoir, ni trop à gauche, ni trop à droite. Pour moi, ça avait été comme un compliment de dire, au moins c'est ça. Fait que c'était important. Puis effectivement,
j'avais demandé ici au Québec, parce qu'on n'est quand même pas beaucoup de langue française, là, on est 7 millions à peu près ici au Québec. Puis, j'ai dit, est-ce qu'un livre peut être un best-seller au Québec? Ah, dit oui, à partir de 3000 ici au Québec, c'est un best-seller. Eh bien, à la grande surprise de la maison des éditions, on a vendu plus de 50 000 volumes à un moment donné. Et là, on dépasse. Et donc, c'était la preuve pour moi que les gens avaient besoin d'entendre quelque chose de différent à propos de la santé. C'est pour ça je l'ai intitulé La santé repensée. Donc, c'est tout à propos du mode de vie, du mode de pensée, que ce soit la nutrition, l'exercice, tout ce qui nous entoure, même la façon dont la maison est décorée, tout ça a un impact vibratoire sur soi. Et ce qui est intéressant, c'est que la physique quantique, ben finalement, depuis quelques années, elle prend de plus en plus d'essor et ça vient à prouver, à mon avis, de façon avec une science, hein, c'est des prix Nobel aussi qui nous disent ça, à quel point ce qu'on appelle l'énergie est importante, le quantum est tellement important, beaucoup plus qu'on pense. C'est bien que vous parliez de quantum parce que là, depuis 2020, il y a un certain quantum qui s'est un peu installé, très particulier. Alors, vous qui êtes un passionné de la relation à l'autre et puis un médecin chercheur hein, des mystères du corps et puis de l'esprit, quel a été pour vous l'impact positif de la pandémie alors que les distances entre les gens devenaient très compliquées et puis restrictives? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on a commencé avec les masques, la distanciation, etc., à brimer, à mon avis, la relation humaine. Parce que des êtres humains, ce qui, à mon avis, important avant tout, c'est la relationnelle. Si on n'a plus de relation, c'est bien de valeur, je pense qu'on n'est plus des êtres humains. On est vraiment des animaux sociaux. Il faut vivre en groupe. L'être humain a besoin d'exprimer, a besoin de s'exprimer, il a besoin d'entendre et cette coopération et les traits, le sourire que l'être humain a, on ne le voit plus derrière d'un masque. Le sourire est excessivement important. L'enfant apprend à regarder le visage de la personne et ça lui communique énormément d'informations. Et donc là, on venait de perdre cette qualité-là. Mais en même temps, je me dis, c'est sûr que on vit dans un monde de surconsommation. Ben, disons, premièrement, on est en surpopulation. On ne peut plus aller à 10 milliards d'individus tout à l'heure et dire qu'on nous avons à avoir encore une planète qui est propre. Parce que qui dit surpopulation dit aussi surconsommation. Actuellement, on regarde nos gouvernements, c'est encore là, on veut se faire élire parce qu'on va apporter plus d'emplois. Plus d'emplois, ça veut dire plus de biens à produire, plus de biens qu'on va aussi devoir utiliser. Les médias sont friands de nous montrer les derniers ajouts dans quoi que ce soit. C'est presque toujours du jetable de ce qu'on achète, que ce soit même au niveau électronique, etc. Donc, on voit que si on est en surpopulation, surconsommation, ben, au niveau économique aussi, on continue de plus en plus à faire tourner cette roue-là. Et là, tout à coup, peut-être qu'il faut réaliser autre chose. À mon avis, la question de la pandémie a fait qu'on s'est retiré un peu chez soi, arrêter peut-être de fêter indûment, rechercher des gros voyages à l'extérieur, alors qu'on est et des grosses voitures, etc. Alors qu'on peut être tout à fait très bien chez soi aussi. Là, finalement, c'est un confinement face à soi-même parce qu'on ne pouvait même plus véritablement avoir des amis aussi. Mais ce qui est peut-être pas mauvais non plus. Moi, je pense que c'est un moment de conscientisation d'une population en rapport avec un changement de mode de vie qui doit être radicalement maintenant. Il nous oblige à... Ce mode de pandémie nous oblige à revoir notre façon de penser, notre façon de créer, notre façon de consommer également. Parce qu'on ne pourra plus avoir cette belle planète bleue dans 20 ans, 30 ans si on continue de la sorte. Et cette surpopulation, à un moment donné, il faut faire un choix à un moment donné de dire oh, peut-être. J'avoue, vois-tu, les Chinois, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à diminuer les naissances. Mais après ça, c'est l'Afrique. On continue, on peut avoir 7, 8 enfants. Après ça, c'est l'Inde aussi. Mais tout à l'heure, à 9 milliards, 10 milliards, on ne pourra plus faire ça. Parce que les gens vont encore avoir, il va y avoir encore des besoins dont les médias vont nous faire sentir le besoin alors qu'on n'a peut-être pas besoin de tant de choses que ça pour vivre. Hein? Fait que donc, on va revenir à ce côté, à mon avis, de la simplicité aussi. La conscientisation est la première chose.
qu'il faut voir aussi pourquoi ça arrive. Il faut se poser toujours encore là la question pourquoi ça arrive. Il n'y a pas de hasard pourquoi on vit un événement comme ça. Il y a toutes sortes de raisons, mais il y a une raison principale, à mon avis, qui est justement cette recherche d'une simplicité chez l'être humain. Il y a moyen d'être heureux avec beaucoup moins. Il y a moyen d'être heureux parce que je vois les gens, ils vont passer des fois 3 heures par jour simplement pour des déplacements pour aller travailler. Les universités sont bondées, ça nous prend 7 ans, 10 ans pour avoir un doctorat pour pratiquer ou n'importe quelle chose. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? Pendant ce temps-là, il y a bien des gens qui oublient de vivre parce que c'est pas parce qu'on est devenu très savant qu'on est nécessairement des gens très intelligents aussi. Hein? Il y a vraiment une différence pour moi. On souffre encore beaucoup d'ignorance. Et je te dirais que l'ignorance, à mon avis, pour moi, regroupe aussi ces gens-là qui sont des super savants, mais qui ont oublié qui ils sont véritablement. Je pense que le jour où on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici, on baigne carrément dans l'ignorance. Sinon, ce n'est que de la technologie dans laquelle, tôt ou tard, ou bien donc, on va se débarrasser ou elle va nous engloutir. C'est la question que j'allais vous poser par rapport au fait de se connaître soi-même par l'intermédiaire d'un moment de pandémie où on reste chez soi, hein, donc on est un peu livré à soi-même à l'intérieur. Alors, en questionnant un peu tous les invités là, de cette petite chaîne, Coco, des gens que vous connaissez tous pour la plupart d'ailleurs, en fait, il est venu régulièrement une étrangeté qu'ils ont tous vécue à partir du mois de mars 2020, et je voudrais voir si vous l'avez vécu vous aussi. Ils m'ont tous dit, quand j'avais posé la question, qu'ils avaient tous eu l'impression de découvrir un de leurs comportements qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Alors, est-ce que vous, dans la partie 2020, là, à partir de mars 2020, vous avez eu comme ça, été étonné d'un de vos comportements qui réapparaissait d'un seul coup? Hein? Oui, un des comportements, le fait justement qu'on est obligé de se retirer, ça a permis de me retrouver un peu plus. Et retrouver au sens que moi, j'étais l'individu qui disait, je vais appeler ça le yes man, c'était toujours oui, 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 oui. Je me donnais sans compter et je réalisais que j'étais toujours à propos des autres. Et là, j'avais commencé à toucher une petite partie de moi-même qui était agréable aussi, où je pouvais m'asseoir, contempler, faire une lecture. Et j'avais pas besoin de grand-chose. Puis il y avait une tranquillité qui pouvait s'installer aussi facilement. Alors qu'auparavant, j'étais toujours la personne qui était sur le oui, qui répondait à tout, qui faisait plaisir à tout le monde, mais souvent à son dépens, parce qu'il y a un prix à payer aussi pour ça. Fait que j'avoue que puis même je faisais de la haute pression, puis j'ai réalisé que pendant cette année-là, eh bien ma pression c'est normalisé complètement parce qu'il fallait toujours que je sois un peu là plus pour les autres, donner une certaine tête d'affiche pour être à la hauteur de ce que l'autre demandait, etc. Alors que j'ai pas besoin de ça dans la vie. Je peux faire tout simplement un travail intéressant et arriver pour soi aussi à simplement un peu plus s'intérioriser et prendre la vie de façon plus simple. Donc, j'ai commencé à simplifier les choses dans ma vie. J'ai commencé à faire du jardinage aussi. Avant, j'avais pas le temps de faire ça. J'ai commencé à jouer dans les plantes, à battre un arbre s'il le fallait, etc. Et j'ai commencé à trouver un certain plaisir, une certaine détente dans ce genre de travail. C'est intéressant parce que j'ai interviewé Isabelle Fontaine, qui est une grande conférencière, et elle me disait la même chose que vous, qu'elle avait pris un moment incroyable de contentement à s'occuper de ses plantes, à prendre le temps de ses plantes. Alors, je vais vous poser une question parce que vous avez quand même une foi profonde, on le voit, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Depuis l'âge de 6 ans, c'est une évidence que la foi et l'élévation, c'est des choses importantes pour vous. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous croyez qu'en ce moment, on est à l'aube d'un grand reset intérieur, d'un grand changement qui va nous obliger à revoir d'urgence notre façon de vivre? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Luc. C'est véritablement un changement radical et qui... Moi, j'aurais pas pensé que ça serait arrivé si tôt, mais c'est véritablement à propos de ça. On a eu des changements radicaux aussi lors des guerres, par exemple. Parce qu'il y a eu des rassemblements de gens, de l'entraide incroyable. On a vécu ça avec les dernières guerres. À mon avis, il n'y en aura plus de guerre nucléaire parce que c'est la destruction totale. Là. Et autant pour ceux qui lanceront, qui vont appuyer sur le bouton un jour. Fait que là, on vit avec un minuscule petit virus
finalement, qui nous demande à changer complètement notre façon. Et je pense que oui, c'est le temps d'un reset par rapport à tous les niveaux. À tous les niveaux. Évidemment, le premier niveau, c'est d'abord à soi, par rapport à la conscientisation. Sortir de cette ignorance, à mon avis, et commencer à penser et à réfléchir par soi-même. Moi, j'aime ça tellement de voir que les gens puissent, à un moment donné, ça, je trouve, c'est un peu un côté un peu négatif, c'est qu'on a brimé beaucoup de liberté actuellement, mais comment les gens peuvent s'exprimer. Laissons les gens parler, laissons les gens découvrir aussi par rapport à eux et par rapport à ce qu'ils vivent aussi. C'est vraiment ce moment-là. Et ce qu'on voit, c'est que quand on commence à faire ça, ben c'est le côté simplicité qui va commencer à s'établir chez les gens. On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça. Un être humain, faut le définir par rapport à ses vraies valeurs. On était en train de prendre une tangente, à mon avis, qui était de toute façon, l'être humain était pour se détruire si ça n'arrivait pas. On s'en allait, on regarde les grandes civilisations, que ce soit les Romains, les Grecs, etc. À un moment donné, ils disparaissent tout à coup, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est justement, c'est que cette valeur, à un moment donné, de l'être humain, on l'a perdu à travers certaines folies, si on veut, technologiques ou autres. On n'a pas besoin de tant que ça. Je pense que notre cerveau est suffisant. On n'a pas besoin des cerveaux intelligents qu'on va aller chercher dans les ordinateurs tout à l'heure. Parce que l'être humain est beaucoup plus que ça. Et pour moi, un être humain, là, c'est tellement grand comparé à n'importe quelle machine qu'on va devoir faire ou on va pouvoir faire demain. C'est pas parce qu'on fait une prouesse d'aller sur Mars qu'on est nécessairement avancé. Ce n'est, à mon avis, des fois, on a simplement... Il y a des gens qui vont aller sur Mars et qui ne savent même pas qui ils sont. Fait que ça donne quoi faire le tour du monde, à un moment donné, faire le tour des planètes, si on n'est même pas capable de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, qui suis-je et qui sont les autres êtres autour de soi aussi. Notre relation, à mon avis, elle est vraiment à propos de se connaître d'où on vient et où on va. Alors justement, d'où on vient, où on va. Moi, je vous sais un amoureux des mots aussi, du verbe, un passionné des énigmes du corps. Alors, j'ai envie de vous faire profiter de ce moment un peu énigmatique qu'est l'interview Upside Down. Alors, je vais vous poser quelques petites questions simples, ludiques, pour connaître un peu votre profondeur. Okay. La première question, Gaëtan, c'est quel est le défaut, à votre avis, qui vous a sauvé la vie ? Le défaut, mais en même temps, c'était, moi je croyais que c'était une certaine qualité en même temps, mais c'était un défaut finalement. C'est peut-être ce côté d'altruisme poussé un peu à l'excès. Et pourquoi, j'essaie de voir pourquoi, on a parlé justement de ce moment où c'était toujours oui, mais pourquoi toujours oui? Est-ce qu'il fallait à un moment donné qu'il y ait un certain respect de la personne qui dit, ben là, c'est non, parce que ça ne cadre pas dans mes valeurs ou dans mon temps, etc. Et je te dirais que c'était le défaut que j'avais, c'est probablement qu'au fond de moi, j'avais ce côté de petitesse. C'est-à-dire que je me sentais véritablement petit et j'avais besoin de prouver souvent aux autres, par le oui que je donnais constamment, que j'avais une certaine valeur. C'est comme si cette valeur-là, je l'avais pas encore intégrée. Et c'était plus cette année où j'ai réalisé ça, que, aïe, non, il y a quelque chose de grand aussi à l'intérieur de moi. Et cet être-là que j'habite, ben, il a toute son importance, autant que Pierre-Jean-Jacques à quelque part. Et ça a été, à mon avis, très salutaire. Et c'est probablement une des raisons pourquoi aussi mon état d'hypertension a commencé à s'estomper, parce que j'avais plus de performance à donner véritablement. J'avais rien à prouver. J'étais ce que j'étais, tout simplement. Donc, il fallait qu'à un moment donné, je prenne ce petit moi qui pensait qu'il n'était qu'un petit moi et réaliser une grandeur, et je devais simplement envoyer ça promener, réaliser que j'étais aussi un grand être. Et ça n'a rien à voir de narcissique ou d'égocentrisme. Et j'aimerais que tous et chacun, on réalise un jour ce processus-là.
Et j'avoue qu'avec la pandémie qu'on passe actuellement, c'est un temps de se réveiller par rapport à la grandeur qui nous habite et non pas par rapport à la peur qu'on nous inflige actuellement. On nous bâillonne, on a peur de ci, on a peur de ça. Et à partir du moment où c'est la peur qui s'engage sur nous, eh bien, nous sommes la proie à toutes ces maladies virales, que ce soit l'influenza, que ce soit un COVID ou autre. C'est l'être humain a tout à fait les capacités de dépasser ce qui est autour de lui. Sinon, c'est véritablement, il court à sa perte justement parce qu'il y a une fausse identité par rapport à tout ça. Alors, quand vous dites qu'il court à sa perte, j'allais vous poser la question suivante. J'allais vous demander quel était le moment de votre vie où vous avez cru que vous alliez courir à votre perte et en fait, c'était la plus belle erreur de votre vie. Le truc que vous avez dit, non, si je fais ça, je vais me retrouver, mais alors, à 100 pieds sous terre. Et en fait, pas du tout. C'était l'idée qu'il fallait avoir. Ça fait un peu suite au défaut. Je vais appeler ça le vampirisme. J'ai réalisé que je travaillais énormément. À un moment donné, je travaillais dans 3 hôpitaux. Je travaillais du matin au soir. J'étais encore là, toujours la personne qui disait oui, qui était toujours au service. Et c'est comme si c'était une qualité à aller chercher puis à développer. Et là, j'ai réalisé que non, j'étais sur la fausse piste. J'ai réalisé que on souffre énormément de vampirisme aujourd'hui, à tous les niveaux. Que ce soit certains amis, que ce soit certains patients, dans mon cas, où finalement, il vient carrément drainer l'énergie. Parce que c'est vraiment à propos, l'être humain est vraiment un être énergétique. La médecine de demain, c'est la médecine de l'énergie. Puis d'ailleurs, on regarde la physique quantique, c'est la physique de l'énergie, du quantum. Les quantums, c'est ça, ces particules petites, mais combien puissantes. Et on regarde même les trous noirs, on dit, il n'y a rien là-dedans, mais c'est dans ce rien que tout est possible aussi. Donc, c'est là qu'il faut que l'être humain réalise que tout ce qui est autour de lui et ce qui est à l'intérieur de lui risque, s'il n'est pas très conscient, de se faire vampiriser constamment. Et quand on est vampirisé, eh bien, l'énergie étant moindre, eh bien, c'est les maladies aussi qui se développent, que ce soit un cancer, que ce soit n'importe quoi. Et donc, il faut prendre conscience de ce côté. Et je disais même dans les livres aussi, à quel point notre cerveau aussi est vampirisé. On laisse aller n'importe quelle idée, accepte. Tout ça fait partie de notre bagage, si on veut, cérébral. On accepte tout ce qui passe. À un moment donné, il faut dire non à telle émission, il faut dire non à telle personne qui parle. Il faut développer ce ressenti à l'intérieur de soi pour justement voir quand est-ce que ça nous fait vibrer négativement avec perte d'énergie, etc. Donc, on est entouré de ça. Donc, on est dans un monde que j'appellerais de positivisme et de négativisme. On n'est pas un monde unifié encore, mais c'est important à l'heure actuelle, à l'être humain, d'aller faire savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce que cette chose-là qu'on lui propose véritablement est saine pour lui, qu'est-ce qu'il laisse entrer ou pas dans son logement qu'on appelle son état mental comme étant une pensée qu'il doit garder ou une pensée qu'il doit carrément rejeter aussi. Si vous pouviez vous cloner, c'est peut-être possible dans peu de temps, si vous pouviez vous cloner, qu'est-ce que ferait comme activité le deuxième Gaëtan pendant que vous faites ça en ce moment? Aïe, aïe, aïe. Ben, je dirais c'est le deuxième Gaëtan, ben, ce serait celui qui dirait la vie est belle, au sens qu'il pourrait aller dehors. Là, justement, je viens de m'acheter une propriété pour investir davantage dans le côté nature. Juste regarder le matin un lac calme alors qu'il y a une petite bruine qui passe sur le lac, une petite buée, et le soleil qui carrément commence à se lever. C'est ça, des moments tellement simples, mais en même temps tellement ressources. C'est vraiment ces moments qui vont nous ressourcer davantage qu'un paquet de choses qu'on pense, de vitamines qu'on va avoir besoin ou de médicaments qu'on va avoir besoin. La nature est là, on fait partie de la nature, on fait partie de Mère Nature et j'aimerais bien, moi je regarde mon chat, à quel point il est en extase, il se couche sur le dos et les 4 pattes en l'air et là je m'en vais le flotter, puis là il se ferme les yeux puis il s'endort. Mais tu sais,
On n'est pas ça, nous, c'est métro, dodo, boulot constamment. Ça n'a plus de sens de vivre ainsi. C'est pas vrai que l'être humain devient un esclave, finalement, d'une vie routinière dans laquelle il doit travailler sans cesse pour pouvoir enfin se reposer en fin de journée. Il est temps qu'à quelque part, on n'a pas besoin de tant de choses pour vivre, de autant de facilité. Il y a des choses qu'on va aimer faire de toute façon, simplement pour soi aussi. Justement, je me demandais, si vous pouviez ne plus jamais avoir peur de rien du tout, Wow. ouais, ce serait magnifique. Quelle est la peur que vous conserveriez quand même pour vivre? J'essaie de me débarrasser des peurs parce que j'ai beaucoup de peurs. Et même la peur de pas être, de pas faire le bon choix, par exemple. C'est souvent, je dois faire ci ou ça, je prends ci ou je prends pas ça. Cette peur-là aussi est excessivement angoissante parce que même lorsque tu fais le choix, tu n'es pas sûr d'avoir fait le bon choix à quelque part. Fait que c'est une peur, ça aussi. Je dirais, idéalement, on serait vraiment des Superman si on n'avait plus ces peurs. On serait capable de finalement ne plus avoir peur, c'est être soi-même véritablement. On est tous soi-même différents de l'autre, alors qu'on essaie un peu d'être un peu comme l'autre qu'on pense qui est supérieur à nous. Et donc, on est encore là dans le comparatif. Alors qu'à un moment donné, un être qui n'a plus peur, à mon avis, c'est un être omnipuissant. C'est incroyable. Ne plus avoir peur. Évidemment, ça demande au jour de la conscience, dans le sens que ne plus avoir peur, oui, mais tu ne vas pas nécessairement massacrer ton voisin, mais il reste que la plus grande difficulté chez l'être humain, c'est vraiment la peur. Et c'est ce qu'on a actuellement depuis 1 an mis le plus dans la tête des gens, c'est la peur. Combien de gens qui ont, à mon avis, qui ont attrapé ces particules virales simplement par le fait qu'ils avaient peur. On le sait très bien que la peur diminue de façon notable le système immunitaire de l'être humain. Et quand on a un système immunitaire qui est bas, ben, c'est des processus viraux, bactériens, c'est des processus même cancéreux qui nous guettent. Donc, c'est important un jour de réaliser qui suis-je véritablement. Et quand on réalise plus l'entité qui est l'être humain, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de peur. Je regarde mon chat encore là. C'est un petit chat, puis il a peur de rien. Il va monter dans un arbre, puis il fait l'acrobatie sur une petite branche de rien. Oui, mais 20 pieds à tomber, c'est pas grave, lui. C'est ça qu'il veut marcher sur sa branche. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ça. Il est vraiment lui-même, à quelque part. Et on a, à mon avis, beaucoup à apprendre de nos amis les animaux actuellement. Oui, c'est vrai que quelque part, quand vous parlez de simplicité, on voit bien le rapport que vous avez avec les animaux depuis le départ, en fait. C'est ce que vous leur trouvez magnifique, la simplicité, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, beaucoup de choses que je vois en médecine, puis pour moi, j'hésite entre ça et ça. Et là, tout ce que je vais faire dans la nature, comment la nature fait pour telle chose. Eh bien, pour moi, je vais pratiquer ma médecine selon la nature parce qu'on est ici depuis des millions d'années. Et dis-toi bien que si on est ici, qu'on est encore ici, c'est parce que la nature on a su participer avec la nature. Donc, c'est utopique de penser que c'est la technologie qui va sauver l'homme. À mon avis, c'est vraiment l'homme lui-même qui va se sauver un jour. Puis il faut qu'il réalise que la technologie n'est pas une planche de salut. Heureusement que la technologie est là pour qu'on puisse se parler quand même, parce que Gaëtan, c'est quand même une chance de pouvoir vous parler avec une telle distance entre nous, malgré tout, quoi. Mais comme dernière question, Gaëtan, si vous deviez interviewer Gaëtan Brouillard, là, devant vous, avec Zoom, on se voit, là, qu'est-ce que vous lui poseriez comme première question à Gaëtan? Wow, répète un peu ta question. Alors, si vous deviez interviewer Gaëtan, oui. Là, quelle est la première question que vous lui poseriez? Gaëtan, qu'est-ce qui est le plus important dans ton parcours médical et qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui puis où tu veux aller avec ce que tu entrevois par rapport à la médecine? Eh bien, est-ce que je réponds? Ah ben ouais, c'est la question suivante. Je reviens encore, c'est que l'être humain est un être d'abord et avant tout électromagnétique. Le physique n'est simplement la partie 3 dimensions.
Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont même des grands penseurs qui s'appellent Einstein, qui s'appellent Heisenberg, qui s'appellent M. Planck. Ces gens-là disent carrément que nous vivons plusieurs dimensions à la fois. Et la dimension matérielle que l'on occupe actuellement, c'est probablement celle qui est c'est celle qui relève le plus du rêve. Ça a l'air bizarre, hein? Parce que je dirais que le jour où on va commencer à quitter le corps, on va réaliser à quel point on peut être omniprésent et omnipuissant à bien des niveaux. On a tellement de choses. À mon avis, l'être humain, à un moment donné, va, ce que j'appelle la conscience. La conscience ne meurt pas. C'est ce que je dis dans mes livres. Vous êtes pas, arrêtez de pleurer sur le corps qui meurt. Vous n'êtes pas le corps humain. Vous êtes le vieux manteau que vous délaissez. Mais l'individu à l'intérieur du manteau, que j'appelle la conscience, va continuer son voyage sur des plans beaucoup supérieurs à ce qu'on a ici, le simple plan physique de 3 dimensions. Le jour où vous êtes sur les dimensions supérieures, que ce soit à 4e, 5e, 6e, eh bien, vous réalisez à quel point vous êtes des co-créateurs par rapport à tout ce qui se fait sur la planète. Pour moi, d'ailleurs, même ce qu'on vit actuellement est simplement une création de notre mental et dans lequel on a mis suffisamment d'énergie qui fait qu'on a matérialisé cette planète et ce qui est dans cette planète, ce qui est autour et ce qui est sur cette planète aussi. Mais tout ça, ce sont des constructions mentales. On va réaliser à quel point le mental, il y a plusieurs niveaux du mental aussi, à quel point ce mental peut être fantastique le jour où on... C'est un peu comme... Moi, je réalise qu'à un moment donné, plus on va avancer dans l'état mental supérieur, on n'a plus rien à apprendre. Si tu veux savoir quelque chose, tu te poses la question à toi-même et la réponse, elle arrive. Parce que tout est déjà là autour de soi. Tout est déjà là. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, Gaëtan, c'est que vous me donnez un peu la clé pour la question suivante que j'allais vous poser, qui est un petit peu à l'opposé de ce que vous venez de dire. Parce que moi, quand je vous entends parler, en général, vous dites tout est question de la relation. Et là-dessus, je pense que on a un point commun, vous et moi, sur le sujet. Et ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai réfléchi hier soir, j'ai écouté cette phrase, tout est question de la relation. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la véritable clé, peut-être, de Gaëtan Brouillard, c'est qu'en fait, lui, il dit, ce qui compte, c'est de créer une relation et ensuite de la questionner. Alors, je me suis demandé si vous, Gaëtan, vous n'étiez pas, en fait, avec cette capacité qui, finalement, en fait, naturellement s'est inscrite dans votre travail avec la médecine, si vous n'étiez pas finalement un être de relation et de questionnement de relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, quand j'entends ce que tu dis, oui, je vois un peu cet être-là que je ne connaissais pas en passant, mais qu'on me dit que j'étais aussi. Lorsque j'ai écrit les livres, par exemple, je me trouvais comme, bah, ouais, c'est un livre, est-ce que ça va répondre au public? Parce que pour moi, c'est ça qui est important. Écrire un livre qui va sous les tablettes, ben, à un moment donné, ça vaut rien non plus. Et j'étais très, très surpris de voir à quel point, oui, les gens avaient adhéré de façon incroyable au livre. Et la raison que d'autres m'ont dit, finalement, c'est que dans les éditions françaises aussi, puis ici même au Québec, on m'a dit, vous avez une façon dans l'écriture qui fait que la personne se positionne en se questionnant par rapport à elle-même. C'est-à-dire que tu poses beaucoup de questions en même temps pour que l'individu, tu lui donnes pas des réponses nécessairement, tu l'amènes vers une certaine direction, mais l'individu va être obligé de faire un questionnement sur lui-même aussi par rapport à ce qui est écrit. Et ça, j'ai été vraiment surpris quand j'ai réalisé que c'était une force que j'avais, que je ne connaissais pas, mais c'est grâce à l'écriture que j'ai pu la prendre conscience aussi. Et probablement, c'est quelque chose que je vais continuer à développer aussi avec un prochain livre. Je m'étais dit, j'arrête après la trilogie, on arrête. Mais il me semble que on est sur un certain cheminement qui fait que, bon, ben, les gens suivent à un moment donné, puis sont prêts à faire un autre saut sur un autre questionnement par rapport à eux aussi. Mais quand je questionne aussi dans mes livres, je me questionne un peu en même temps. Moi, j'apprends aussi à travers mes livres d'une certaine façon parce que je mets un peu d'ordre dans ce mental aussi, dans lequel il y a beaucoup de questions, et je les mets par écrit. Fait que donc, on est tous ensemble en train de travailler simultanément avec le même outil un jour. Vous savez, après coup, j'ai cherché, je me suis rendu compte que les grands questionnants de ce monde, c'était les jésuites.
c'était Ignace de Loyola. En fait, il y avait vraiment une pratique chez eux du questionnement intérieur. Alors, c'est intéressant parce que finalement, vous êtes une sorte de jésuite caché derrière un médecin, en fait. Et quelque part, je me suis questionné après sur autre chose, c'est que vous dites qu'en fait, ce qui compte, c'est traiter l'individu qui souffre d'une maladie et pas traiter la maladie elle-même. Et alors, je me suis dit quand même, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas aussi assez modeste, parce que vous pourriez dire, et en même temps, il faut un médecin qui soit capable de présence pour ça. Oui. Tout à fait. Oui. Et là, tu apportes un point important parce que la façon que je vois aller la médecine, on va faire une erreur tout à l'heure. Parce qu'on commence de plus en plus à faire de la télémédecine. Et c'est malheureux, mais la relationnelle à travers une télémédecine, ça va être, à mon avis, ça va être voué à l'échec, parce que tant qu'à ça, l'ordinateur va être capable de poser lui-même les questions, il n'y aurait même plus besoin d'avoir de visage. Cette présence du médecin ou du confesseur ou du professeur, cette présence est excessivement importante parce qu'elle crée une relation, mais elle crée ce que j'appellerais cette présence. Je dis à quel point, justement, on rencontre les individus non pas par nos yeux, notre tête, on les rencontre à travers notre cœur. Parce qu'on sait aujourd'hui que le cœur rayonne à peu près 5 mètres autour de soi. Ça veut dire que quand je rencontre Luc, il est fort possible dans le physique que je vais rencontrer d'abord le cœur de Luc. Mon cœur va rencontrer le cœur de Luc. Donc, 5 mètres, ça fait pas mal de loin. Fait que déjà, il y a une chose à notre inconscience qui fait qu'il y a une relation qui s'établit déjà de par le cœur, de par la présence du cœur. Donc, cette présence du médecin, à mon avis, est très importante et je réalisais que 80% du travail de la guérison, se faisait lors de la première rencontre. La première rencontre, c'était pas une rencontre de 10 minutes. Parce que avec un pad dans lequel tu donnes la prescription puis le patient prend la porte. Non, il fallait vraiment prendre le temps de s'asseoir et d'écouter la personne. C'était pas important de la maladie dont souffrait la personne. Ce qui est plus important, c'est la personne qui souffre de cette maladie. Et ça fait toute la différence. On peut pas traiter une dépression avec la même recette pour tout le monde. On peut pas traiter un ulcère d'estomac avec la même médicament ou la même approche que tout le monde. Donc, tous et chacun, on va exprimer dans notre corps un malaise, une maladie, mais dont l'origine va probablement être un peu différente. Donc, c'est important, cette écoute et cette réponse et cette présence qui va faire en sorte que la maladie va commencer déjà à céder la place ou la guérison commencer déjà à s'activer. Et ça, je le ressentais avec la personne à partir d'un certain moment donné ou après 45 minutes, 1 heure, des fois, ça pouvait durer 1 heure, ben, il y a quelque chose qui se passait véritablement. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire juste à ce moment-là. C'est que, en fait, quelque part, vous êça, en confesseur, en fait. Vous le dites pas, mais en fait, c'est ce qui se passe. Les questions, tout ça, ça sert à confesser la douleur, en fait. Ah, ça, c'est un bon point. Oui, je pense que tout à fait, le mot confesseur est là aussi. Tout à fait. Un docteur confesseur, comme on disait au tout début de l'émission. Et je pense que c'est réel parce que, alors, je vais vous poser une question parce que c'est vrai qu'on pourrait écrire, on aurait pu écrire sur le haut de notre petite émission, là, caché ou caché. C'est où tu prends des cachets, où tu cherches ce qui est caché. C'est un peu cette idée-là, finalement. Mais quelque part, moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous allez pouvoir nous expliquer, est-ce que vous êtes vraiment dans ce milieu-là? Ça quand même paraît une évidence. C'est presque une logique absolue qu'elle est de s'occuper de sa santé. Alors, pourquoi les humains ne s'y intéressent que trop tard? Bon, on est fou, vous croyez? Oui, je vois au moins deux raisons. La première, c'est probablement la raison de la facilité. On aime avoir la pilule miracle. Hein? Donne-moi le petit cachet, je vais l'engloutir derrière la cravate et on oublie ça. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans moi. Je ne veux pas déterrer quoi que ce soit dans moi. C'est plus simple, je prends la petite pilule. Et la chose, c'est qu'on nous a instruits comme ça aussi, malheureusement. Tu sais, si on remonte le début de la médecine, on avait les chamans à l'époque. Ce sont des gens qui travaillaient, il n'y avait pas de cachet, il y avait des plantes, mais beaucoup au niveau de la présence et cette tension, si on veut, qui était en proximité avec l'être qui était là, qui était un genre de confesseur aussi. Donc, il faut que le médecin, à mon avis, comme on est des êtres de relation, il faut que le médecin développe cette qualité de confesseur aussi.
C'est important. C'est sûr, lorsqu'il arrive des prouesses chirurgicales, bon, ben, on aura toujours le technicien super développé dans la technologie et qui va faire une transplantation XY, mais il reste que pour le commun des mortels, pour la grande majorité des choses, le médecin est important d'avoir cette qualité de « je suis à ton écoute, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui va pas. » C'est vrai aussi, et tout à l'heure vous en parliez quand vous m'expliquiez hors émission que des fois vous avez ce sourire face à une patiente parce que vous savez qu'elle est déjà en train de guérir mais elle ne le sait pas encore. Mais là, finalement, en fait, chez vous Gaëtan, moi ce que je vois c'est que vous avez une écoute, mais il y a aussi un regard. Vous avez un regard assez sollicitant que vous n'avez pas toujours mais que vous posez à mon avis sur le patient à un moment donné. C'est quoi ce regard que votre état médical à l'intérieur, il éveille sur l'individu? Qu'est-ce que vous faites comme regard sur l'autre? C'est sûr que la personne qui vient te consulter, donc elle vient pour un problème, il y a une souffrance à quelque part. Mm. Et la première chose, pour moi, c'est de rendre cette personne avec moins de souffrance et surtout, pour tous et chacun, je me dis un peu, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire qui va faire en sorte que cet individu-là, lorsqu'il va quitter le bureau, il va quitter avec un plus dans sa vie. Et non pas un moins, et non pas une peur, et non pas la peur de telle grande maladie ou autre chose. Ce qui est important, c'est de laisser à l'individu ce côté positif par rapport à lui-même. Parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Et si on peut lui apporter qu'il peut le faire énormément dans sa vie, dans sa maladie, pour la convaincre, pour la faire disparaître, eh bien, c'est déjà un gros point, ça. C'est pour ça que même toutes nos relations, je disais que le matin, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre relation, que ce soit le sourire, qu'est-ce qui peut faire que cette personne-là qui va nous quitter, qu'on va avoir rencontré même quelques secondes, fait en sorte qu'il va avoir un plus dans sa vie. Et bien, ce plus, c'est vraiment ça qui fait toute la différence dans notre vie. Moi, je me souviens des fois où je pouvais être déprimé. Là, il y a une personne qui passait dans la rue et qui me disait un gros bonjour que je ne connais pas. Mais ça changeait tellement dans ma vie, ça. C'était fini. On venait de re-switcher sur le bon côté à cause de ça. Et imagine le prêtre avec pas le prêtre, excuse, le médecin avec sa divinité qui l'habite, hein, parce que quand un docteur, c'est un tout-bible, c'est tellement important. Pour certains, c'est comme, surtout les personnes âgées, c'est comme, si Dieu le dit, le médecin, c'est la même chose. Mm-hmm. Mais imagine quand il arrive avec une parole qui apporte vraiment le réconfort ou le côté positif chez la personne, ça fait vraiment un miracle dans la suite. Vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de quelque chose par rapport à notre monde moderne, cette science qui est en train de pousser en avant tout le temps, une technologie que finalement on a du mal à supporter, même physiquement. Hein. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il existe une santé de demain? Parce qu'il y a une santé d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une santé de demain? Parce que j'ai pas l'impression que la plupart des grands de ce monde vont arrêter d'être dans la technologie. Alors, est-ce qu'il existe une santé de demain qu'il faudrait commencer à prendre aujourd'hui? Oui, tout à fait. La santé de demain va s'opérer en réalisant que l'être humain a vraiment tout pour affronter ce qui se passe à l'extérieur de lui. Là, actuellement, on est dans des vaccins, puis si ça continue, il va y avoir 5-6 vaccins par année pour tel. Il semblerait qu'on a à peu près 250 vaccins en études actuellement. Mais c'est pas comme ça. L'être humain n'a pas besoin de toutes ces choses-là parce qu'on risque justement de perturber tellement sa fragilité au niveau de l'ADN un jour que l'être humain, à un moment donné, risque de périr sous cette pseudo, ces gens qui veulent faire tellement de bien à travers cette approche, mais c'est pas ça qu'on a besoin. Investissons d'abord et avant tout dans ce que j'appellerais la médecine énergétique. Ça serait tellement ça. On voit à la télévision d'ailleurs, hein, des fois, les gens rentrent dans une espèce de capsule pour 4-5 jours pour refaire un peu leur qualité physique. Et ça serait vraiment simple. Et c'est quelque chose qui ne coûte rien à peu près. Faire des stations dans lesquelles les individus pourraient simplement aller énergiser leur système. Et ça ferait en sorte que le corps lui-même pourrait se guérir d'un paquet de maladies. Et si on travaille vraiment avec le côté énergétique,
Mais encore là, c'est parce qu'il n'y a pas de brevet au bout de ça la plupart du temps. Le côté énergétique, ça fait partie de la nature. On pourrait détecter les maladies bien avant qu'elles s'impriment dans le corps physique, tout autant qu'on pourrait les guérir de façon beaucoup plus facile avec des techniques sans effet secondaire qu'on appelle des techniques électromagnétiques, par exemple. Parfois, vous parlez de l'homéostasie et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment un principe important, mais aujourd'hui en particulier. C'est cette espèce de rééquilibrage de la nature qui amène de nouveau l'équilibre. Alors, d'après l'OMS et d'après ce que vous disiez de l'OMS, parce que je ne savais pas, en fait, l'OMS elle définit la santé comme physique, psychologique et spirituelle. Alors, oui, voilà. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, on est en déséquilibre spirituel? Tout à fait. Tout à fait. C'est le côté, à mon avis, qui manque le plus. Puis, il faut bien comprendre que spirituel n'est pas religieux, là. Spirituel au sens que on est un esprit qui habite, ou une conscience, cette conscientisation, cette spiritualisation qui habite l'être humain. Si on n'en tient pas compte actuellement, bien, on va toujours travailler que sur le côté juste psychologique et physique de l'être humain, alors qu'il est beaucoup plus grand que ça. Et c'est d'ailleurs sa partie qui le définit comme tel, comme être humain, son individualité de conscience qui l'habite. C'est ça sa force actuellement, donc, comparativement à l'animal. Donc, c'est très, très important de mettre l'emphase là-dessus. Malheureusement, on ne le fait pas actuellement. Il va falloir vraiment on parlait tout à l'heure d'un reset, bien, je pense que les gens sont en train de se conscientiser par rapport à cette médecine qui pourrait être tellement simple. Juste le fait de s'asseoir tranquille à un moment donné, on n'a plus cette faculté-là d'homéostasie parce que quand on est toujours pris dans un phénomène métro-boulot-dodo, métro-boulot-dodo, bien, quelque part, le phénomène de stress est toujours là. Et ça fait partie de la nature de l'être humain, à un moment donné, de pouvoir s'asseoir et simplement rien dire. Regarder, se laisser aller simplement. Et c'est sa méditation. Et quand tu arrives dans un état méditatif, c'est pour ça qu'on en parle tant que ça aussi, bien, on retrouve l'homéostasie à travers un phénomène méditatif aussi, ou un phénomène de contemplation, peu importe comment on peut l'appeler, là. Mais a priori, il n'y a pas aussi quelque chose qu'on aurait dû conscientiser, c'était que notre capacité de santé dépendait de notre communauté aussi? Oui, ben oui. Oui, parce que le jour où tu t'assois, ben oui, tu ne vas pas toujours t'asseoir tout seul, tu peux t'asseoir avec le voisin, puis échanger, etc. Donc, c'est ce côté relationnel qu'il faut définitivement garder et qu'on a perdu depuis un an. Et ça va revenir parce que j'ai l'impression que ça va revenir encore plus fort. Parce que je regarde les gens, plusieurs ont commencé à investir dans des endroits près de chez eux, avec plus de lopins de terre, plus de tranquillité. On quitte un peu les villes pour aller un peu dans la campagne. On a trouvé cette tranquillité-là et commencer aussi à faire ce relationnel. Parce que même dans les villes, on voit à quel point dans notre tour, on connaît personne mais souvent de ce qui habite en haut ou en bas de chez soi. Donc, c'est véritablement ce petit côté simple de la vie que l'on doit retrouver, mais en même temps, ce côté tellement incroyable de l'être humain qui il est véritablement. Il faut que notre médecine s'intéresse à cette faculté qu'on appelle le côté spirituel. Et j'aime ça parce que c'est l'OMS. Moi-même, je m'étais dit, voyons, l'OMS nous dit ça, mais en médecine, on ne l'applique pas. En médecine, l'OMS nous dit, par exemple, que le tiers, non, oui, c'est ça. La troisième cause de mortalité au monde, depuis 10 ans, ce sont les médicaments. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On continue encore plus et plus. C'est comme si, à un moment donné, on n'entend plus rien. On ne regarde plus ces choses-là. On n'en parle pas, ces choses-là. Mais c'est très, très important. Aujourd'hui, les médicaments, je trouve ça affreux de voir nos personnes âgées. Âgé, 65 ans, la moyenne, c'est 6 pilules par jour. Et à 80 ans, c'est en moyenne 13 sortes de pilules par jour. 13 sortes, c'est un méchant cocktail, là, des fois 30 pilules par jour. Eh bien, c'est impossible d'aller voir les interrelations médicamenteuses qui arrivent avec autant de médicaments à la fois. Et ça, je trouve ça malheureux. Moi, j'ai fait beaucoup de travail, même à l'urgence. Je faisais du ménage dans les médicaments des gens qui me consultaient pour toutes sortes d'effets qui étaient simplement dus aux médicaments. J'étais en salle d'urgence et je disais ça, il faut arrêter ça, ça, il faut arrêter ça, ça va pas avec ça. Mais il faut arrêter cette chose-là. C'est pas... et c'est malheureux que dans nos facultés de médecine, on n'enseigne pas le côté spirituel, par exemple. À un moment donné, j'ai été
On m'a demandé d'aller enseigner un peu l'acupuncture, mais c'était juste une fois. Donc, on n'a pas permis à nos jeunes médecins, on leur donne aucun outil par rapport autre que la pharmaceutique. Il faut regarder, il faut commencer à regarder autre chose que ça. L'être humain, c'est pas juste un être chimique. Il y a quelque part sa psychologie qui est excessivement importante dans tout ça et son côté spirituel. Puis on voit aussi à quel point le phénomène de la vie et de la mort ne sont simplement qu'une transition. C'est pas un arrêt. Tout continue. Et ça va tellement faciliter le jour où l'être humain va comprendre que il n'en a pas à avoir peur de mourir. C'est sûr qu'il y a un détachement de ce qui s'en vient, mais un jour, on doit quitter ce corps physique pour autre chose encore de plus grand. C'est bien que vous faites les meilleures transitions du monde pour moi. Je vous remercie. Vous êtes parfait pour qu'on fasse d'une question à une autre parce que j'allais vous parler justement de cette histoire de vie et de mort, mais d'une autre façon. On en parlait tout à l'heure en émission, mais alors, vous parlez souvent des 4 nobles vérités du Bouddha. Et ça, je trouve ça intéressant parce que moi, je les connaissais pas et je suis allé voir un petit peu, je vais réviser mes classiques. Et alors, j'ai découvert que, donc, vous en parlez en disant que ça pourrait être une grande leçon de médecine d'ailleurs. Et alors, la première de ces vérités s'appelle Dukkha et elle parle de la souffrance. Depuis la naissance jusqu'à la mort, à la précarité, l'insatisfaction. Et là, je me suis dit, en fait, avec vous, j'avais compris quelque chose. C'était qu'en fait, il y avait un propos dont on parle jamais, c'est que dans cette vie, il existe un mal de vivre pour tout le monde. Et que ce mal de vivre, en fait, la plupart des gens ne le connaissent pas, ne l'acceptent pas pour pouvoir le dépasser ensuite. Alors, finalement, ils passent leur temps dans les médicaments peut-être pour pas sentir le mal de vivre. Ils passent leur temps peut-être dans les magasins, parce qu'il y a ce mal de vivre. Et là, je me disais, j'ai l'impression que là, ouais, c'est votre côté prêtre médecin. Vous voyez, c'est incontournable. Je pense que je vous le garderai comme ça, la Gaëtan Brouillard, le prêtre médecin, parce que qu'est-ce que vous pensez de ce mal de vivre des humains? Oui, je pense que tu mets le point sur un problème essentiel chez l'être humain actuellement et que l'on vit davantage ici en Amérique du Nord puis dans l'Europe que par rapport à l'Est. Je me souviens quand j'ai été faire des voyages en Inde ou au Tibet et les enfants qui ne mangeaient pas, il y avait le sourire, il y avait des sourires incroyables, ces enfants-là. Il y avait de la joie chez ces enfants-là qu'on voit pas ici. Ici, là, on a beau avoir des armoires plein de choses, puis on n'est encore pas satisfait. Donc, c'est justement ce malaise, cette souffrance qui est peut-être pas très conscientisée, malheureusement, et qu'on essaie d'étouffer par toutes sortes de mécanismes, d'aller à chercher des avoirs. On pense qu'en ayant plus de choses, on va être plus heureux, alors que tout ce qui est important, c'est d'abord être. Et un coup que l'être humain est véritablement lui, eh bien, les choses qu'il a besoin vont arriver. Et je trouve ça intéressant, cette chose-là, parce que je me la posais moi-même à l'âge de 12 ans. Je me souviens parfaitement. J'ai pensé au suicide à un moment donné. Et puis, je me disais, pourquoi le suicide? Parce que ça se peut pas. J'étais un premier de classe, j'étais un président de classe, j'avais tout, j'avais des parents qui m'aimaient, j'avais un environnement parfait. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, mais il y a plus que ça à un moment donné. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Il y avait une souffrance. Et je pense que c'était probablement cette souffrance, ce dukkha dont tu parles, finalement, qui devait un jour être extirpé graduellement. Mais au début, tu ne sais pas pourquoi. Tu es à la recherche. Fait qu'au fond, oui, ça fait penser à recherche. Je me suis donné un pseudo-nom sur Internet et ça s'appelle le Jitatmana. Jitatmana, c'est un nom sanskrit qui voulait dire le chercheur de vérité. Et là, j'ai réalisé, aïe, c'est vraiment à propos de ça. Toute ma vie, c'est à propos de la recherche et je veux bien la communiquer aux gens aussi parce que le jour où tu retrouves ta vérité, à un moment donné, c'est la souffrance prend de plus en plus d'écart, elle diminue de plus en plus, etc. C'est sûr que la souffrance sur la planète Terre elle va quand même être présente encore un bon bout de temps, mais il reste que on n'est pas obligé de vivre cette souffrance-là au point où on la vit actuellement. Elle est vraiment trop importante actuellement. On ne met pas les bonnes valeurs aux bons endroits actuellement. C'est ce qui fait que l'être humain souffre. Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait planifier et partager pour diminuer la souffrance planétaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on le fait de façon individuelle, tous et chacun, par conscientisation. Puis, le moment qu'on a depuis une année, je pense que c'est aussi ce moment, à travers la souffrance que l'on vit du COVID, eh bien, c'est peut-être une occasion, justement, de faire un retour sur soi,
essayer de régler un peu ce processus de mal de vivre à l'intérieur de soi. Et ça, c'est en étant de plus en plus conscient de qui on est. Faut se poser la question, qui suis-je véritablement? Hein? Socrate l'avait posé il y a plusieurs milliers d'années. On est encore à ce point-là. On l'a perdu, ce message, et il faut revenir encore à qui suis-je véritablement? Alors, pour finir cette émission, parce que il faut bien à un moment donné la finir, c'est passionnant, on peut vous écouter des heures. Alors, pour finir cette émission, j'avais envie de vous parler de l'eau, parce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent. Je sais que vous êtes très sensible aux travaux de Masaru Emoto. Je sais que vous considérez qu'à un moment donné, en tant que médecin, le corps est fait de 70% d'eau. Probablement, si Emoto montre que les émotions ont une influence sur l'eau, nous aussi, nous avons une influence sur notre eau. Alors, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil pour nous régénérer un peu? On a passé une année à tous souffrir. C'est quoi là, les grands conseils de Gaëtan pour se régénérer un peu physiquement? D'accord. Bon, on va y aller avec l'eau. Ça a l'air tellement innocent. C'est important de boire de l'eau. Beaucoup de gens qui sont fatigués, la plupart du temps, pour un bon pourcentage, un genre de déshydratation cérébrale. D'accord? Fait que ça veut dire que plus on boit, on a des chances d'être plus en forme aussi. Aussi simple que de l'eau. Aussi simple que de l'eau. Bon. Maintenant, quelle eau on devrait boire véritablement? Dr. Emoto a montré à quel point une eau qu'on appelait dynamisée ou structurée pourrait avoir un impact carrément sur, moi j'ai vu les tests même au niveau sanguin. C'est-à-dire que des prises de sang avant et après une eau qui est structurée, il y avait un changement au niveau des globules rouges qui était marqué. Donc, ça a un impact de ce côté-là. Et Moto le fait également avec une eau qui était de qualité. La musique, par exemple, pouvait former des beaux cristaux, alors qu'une musique plutôt très saccadée, un peu de hard rock, il n'y a plus de cristaux qui pouvaient se former. Une eau qu'on prenait, par exemple, dans un lac qui est pollué, il ne pouvait pas reformer de beaux cristaux. Et comme tu disais tout à l'heure, on est formé à 75% d'eau. J'ai participé avec des jeunes de maternelle, à quel point je les ai conscientisés, à quel point le petit bonhomme, la petite bonne femme qui est devant lui, puis qui disent je te déteste, eh bien, ça avait un impact très négatif sur sa propre eau, finalement, puisqu'il est composé d'eau. On a vu que les cristaux ne se forment pas lorsqu'on avait des paroles comme je te déteste. Même juste simplement écrire sur une éprouvette je te déteste, on perdait la qualité de l'eau. Ça, je vous disais au début, même l'environnement dans lequel on évolue, la maison, les cadres, les photos qu'on a un peu partout, a aussi une empreinte sur soi, à la fois génératrice ou même dégénératrice. C'est très important. Comment est-ce qu'on peut aider l'eau finalement à se régénérer? Bon, il y a différentes techniques. J'en avais déjà, il y a des filtres. C'est bon de filtrer l'eau. Bien souvent, l'eau, elle arrive et puis tout ce qu'elle dit, elle est potable. Mais potable, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits chimiques qui sont désastreux parce qu'on ne peut pas toutes les analyser. Donc, il y a des filtres spéciaux, des filtres au PKF, des filtres de la micropore, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est ce que j'appelle dynamiser l'eau. De l'eau dynamisée, on la retrouve, par exemple, la plus dynamisée, c'est dans le temps de Pâques, c'est le solstice du printemps. Le rayonnement solaire au niveau de l'eau fait en sorte que l'eau s'imprègne de particules. Et ça, encore là, on retrouve la physique quantique, s'inscrit de particules énergétiques beaucoup. Et le fait de boire cette eau-là, ça régénère davantage le corps. Ça me fait penser aussi, donc, boire, puis je dirais même marcher nu-pied dans le sable, c'est important de se grounder. Donc, se grounder, ça veut dire permettre à la Terre d'aller faire une décharge de nos tensions émotionnelles à travers les pieds. Hein, le ground qu'on appelle la Terre est là. Donc, c'est important de marcher nu-pied également dans le gazon, dans la forêt, dans le sable, etc. Et pour en revenir à l'eau, eh bien, des techniques très simples qu'on peut d'abord conscientiser. De l'eau, l'eau est un cristal, c'est un cristal liquide. Hein, nos ordinateurs sont faits de ça aussi. Là. C'est de l'eau. L'eau, elle a de la mémoire. C'est prouvé maintenant que l'eau a de la mémoire. Évidemment, on ne croit pas à l'homéopathie. Malheureusement, ça a été prouvé. L'eau, elle a une mémoire. C'est malheureux. Qu'on y croit ou pas, ça ne change rien. L'eau, elle a une mémoire. Et donc, on peut la dynamiser et créer une certaine mémoire dans l'eau. Par exemple, tu prends ton verre et tu peux poser les mains chaque côté du verre d'eau
et simplement conscientiser que tu envoies une énergie très positive à cette eau. Tu la dynamises pour qu'elle t'apporte justement la santé. Cette pensée, même si tu n'as rien écrit sur ton verre, elle va avoir un impact déjà lorsque tu vas boire. On a fait des tests avec les personnes, par exemple, qui ont de l'eau et qui méditent. Cette eau-là se transforme beaucoup plus de façon positive. Moi, j'avais fait des tests aussi à la clinique. À un moment donné, on méditait dans une pièce et j'avais pris des raisins. Bon, ils sont gorgés d'eau, les raisins. J'avais cassé la grappe en deux. J'avais pris la moitié de la grappe. On la mettait dans une salle où on méditait pendant une demi-heure à peu près. Puis l'autre grappe, j'avais été la porter complètement au fond de la clinique. Et donc, il n'y avait personne qui avait accès à ça. Et là, après la méditation, on commençait à manger un peu. Et les gens trouvaient donc que les raisins étaient fantastiques, succulents, sucrés, juteux. Et là, on dit, est-ce qu'il en reste encore? Je dis, ah oui, j'en ai une autre, l'autre moitié, justement, je m'en vais la chercher, là. Mais non, mais c'est pas du tout. Là, ils disent, c'est pas du tout les mêmes raisins, etc. Et j'ai fait l'expérience à quelques reprises. C'est un peu ce que le Dr. Emoto faisait aussi. Donc, on a une qualité vibratoire et une qualité même gustative de l'eau, finalement, ou du raisin qui fait lorsqu'on a une ambiance très positive énergétiquement et de conscientisation, les phénomènes se changent, les phénomènes physiques vont changer. Et ça me ramène devant le plat de la nourriture qu'on a tous les jours. Je me souviens, quand j'étais jeune, on parlait de bénédicité, bénir la nourriture. Mais c'est un geste qui s'est perdu, à mon avis. Mais aujourd'hui, on peut revenir à ça en disant que avant de manger, tu peux t'asseoir et regarder l'assiette, regarder les couleurs qui sont dedans, regarder la gratitude pour cette assiette, finalement, que tu vas avoir et que tu vas te nourrir. Et je suis convaincu que si tu fais simplement ce petit travail, ça ne paraît pas, tu n'es pas obligé d'en parler à personne, ce petit travail que tu as fait consciemment, mais simplement dans le silence, va t'apporter une meilleure santé. J'ai beaucoup de gratitude, Gaëtan, pour ce moment passé avec vous. Merci aussi à vous, youtubeurs, qui avez passé ce moment avec nous. Vous pouvez en parler, vous pouvez échanger, partager, liker, commenter. Merci, Gaëtan. Alors, le mot de la fin pour vous? Je pense que ce que j'aimerais que vous participiez davantage, réaliser le potentiel que vous avez. Vous n'avez pas toujours besoin de l'extérieur pour vous montrer les choses. Il y a énormément de choses que vous savez intérieurement. Il s'agit simplement de les appliquer. Et là, on a parlé de toutes sortes de petites choses simples. Et si vous les appliquez dans votre vie, vous allez voir que c'est votre vie qui va même changer. Vous allez commencer à avoir la vie que vous voulez et non pas subir la vie qu'on vous impose. C'est vraiment, on est rendu là actuellement. On peut prévoir, on n'est pas obligé de souffrir constamment avec tout ce qui se passe. C'est qu'on peut changer un peu le focus, dire voici, il y a ça qui arrive, mais voici comment je pense maintenant par rapport à ça. Merci Gaëtan. Luc, je te remercie beaucoup pour ces fabuleuses questions et tant mieux que ça ait pu aider les gens également.